ravis de vous avoir. On a un beau plateau avec nous, du public dans la salle et puis du monde à distance. Vous êtes plus de 200 à être avec nous également à distance. Aujourd'hui, on va parler donc mobilité électrique, recharge dans les bâtiments à usage professionnel. Donc ça, c'est la thématique d'aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'on est dans un cycle de conférences sur la mobilité électrique co-organisée avec l'AVER. Merci Bernard, vous êtes représentant de l'AVER et même vous avez des fonctions. Vous pouvez prenez un petit micro, il faut l'ouvrir. Ça fait maintenant trois conférences qu'on fait ensemble. Oui, ça fait 3 conférences qu'on fait ensemble. Merci pour l'organisation. C'est toujours extrêmement valorisant pour nous de pouvoir promouvoir la mobilité décarbonée. Donc, on a parlé effectivement réglementation et financement en mars. On a parlé logement en juin. Vous voyez, là, on parle bâtiment professionnel. Et puis, on va parler recharge dans l'espace public, ça c'est en novembre. Je crois qu'on aura couvert à peu près tous les sujets, en tout cas sur la partie recharge, mais il y aura encore beaucoup de choses à dire quand on veut aller dans le détail de ces sujets. Un grand merci. Voilà, il y a les logos pour les partenaires qui permettent que cette conférence ait lieu. Et puis, on a même fait même un grand combinoscope sur lequel on a repris vos meilleures photos. Mais je vais commencer tout de suite par un tour de table de présentation. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour vous donner, cher public, ce tour d'horizon global sur la recharge dans les bâtiments à usage professionnel. Voilà. Vous avez 3 micros, donc vous les partagez. Qui est-ce qui veut commencer? Peut-être, allez, Laurent. Oui, bonjour. On est deux. Il y a 2 Laurent, donc, effectivement, mais c'est le premier qui a su allumer son micro. Laurent. Donc, Laurent Courtial, Société Unex, ça fait quelques conférences que j'interviens sur différents sujets et je m'exprimerai sur des produits qui sont souvent peu visibles, mais qui jouent un rôle important pour la sécurité des infrastructures de recharge des véhicules électriques, quel que soit le domaine d'application, bâtiment professionnel, bâtiment à usage d'habitation, et je ferai même une petite digression sur le photovoltaïque. Voilà, n'en disons pas trop, on garde ça pour tout à l'heure. Souleymane. Merci. Donc, Souleymane Cissé de l'entreprise Wallbox. Donc, Wallbox qui est le leader de la mobilité électrique en Europe. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est toutes les solutions que nous avons pour les différents segments, que ce soit pour le résidentiel, pour les bâtiments à usage professionnel et aussi un peu pour le public. Mais on va plus focus sur la partie usage professionnel où ce sera les bornes de recharge, les logiciels de supervision qui vont permettre de les gérer, de les superviser et aussi comment nous aidons en fait à mieux gérer l'énergie dans les bâtiments à usage personnel, professionnel du moins. Voilà, on va en parler également. Didier, on continue. Oui, donc Didier Bagnon, Société Michaud. Je suis responsable de l'activité distribution et responsable de la formation client également. Et donc j'interviens assez régulièrement dans le cadre des conférences du Grand Circuit. Voilà, merci Didier. Donc Laurent Deschamps, effectivement le deuxième Laurent. Bonjour, Laurent Deschamps, chef d'entreprise, installateur de bornes de recharge de véhicules électriques. Nous intervenons chez les particuliers, dans les copropriétés plus spécifiquement, et puis pour les bâtiments tertiaires et pour les flottes d'entreprise, le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, vous avez le rôle de l'électricien, l'intégrateur électricien, l'installateur finalement. Merci à vous. Ensuite, on a effectivement Samuel. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui pour représenter La Poste et pour témoigner de son expérience passée et en cours sur je dirais l'électrification de la flotte de livraison. Donc je travaille pour la branche service courrier colis et on a la chance d'avoir une des plus grandes flottes au monde, peut-être la plus grande flotte en Europe de véhicules électriques. Je dis peut-être parce qu'on se chahute, je dirais, entre grandes sociétés. On est en pleine transformation. Donc je viendrai vous faire part de où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Et bien évidemment, on va avoir besoin de toutes les forces vives sur le territoire, fournisseurs et industriels, pour y arriver ensemble et faire en sorte que nos facteurs, ils sont près de 65 000 au quotidien à venir vous voir à domicile, puissent être de plus en plus décarbonés. Et pour terminer, donc Bernard.
Bernard Guillaume, je suis le vice-président de l'AVER, donc je suis ravi d'être là parmi vous. Rebonjour à toutes et à tous. Donc l'AVER a été créée en 1978. C'est une association qui regroupe tout l'écosystème. Et au centre de l'écosystème, il y a le citoyen. Donc dans un souci de neutralité parfaite, on assure la promotion de tout ce qui est mobilité décarbonée et on essaye d'indiquer aux divers intervenants quelles sont les meilleures méthodes et les meilleurs schémas à mettre en place. Voilà, on a fini ce tour de table. Vous voyez, donc on est nombreux. Alors, ce qu'on avait prévu, cher public, grosso modo, on va être environ une petite heure ensemble. On va essayer d'être très dynamique, synthétique pour aborder tous ces sujets. On va grosso modo avoir un premier tour de table où chacun va pouvoir exprimer un sujet qu'il a commencé à exprimer d'ailleurs, et ensuite on aura plutôt un format table ronde où on discutera tous ensemble. Alors Bernard, je vous donne la petite zapette, comme ça on avait dit que vous commenceriez effectivement par parler de la partie du rôle de l'AVER, mais l'état des lieux de la recherche en entreprise finalement, hein, de faire un petit focus là-dessus. Oui, alors je vais recommencer. La présentation est un peu générale en disant que l'entreprise, évidemment, fait partie un des lieux privilégiés de la recharge. En fait, aujourd'hui, encore 80% des recharges se font soit à domicile, soit en entreprise. Donc, dans ce cadre-là, l'AVER a toujours la même mission, promouvoir, informer, défendre et fédérer. On fait de la veille technologique pour voir quelles sont les solutions des différents acteurs. On est aussi représenté par des affaires régionales en région pour être au plus proche des régions et au plus proche aussi des décisions politiques qui pourraient favoriser l'installation de bornes. Je reviens sur l'écosystème, qui est un écosystème extrêmement varié. En fait, aujourd'hui, on a les pétroliers, on a des fournisseurs d'énergie, on a des installateurs, on a des clients utilisateurs, on a des providers de services, on a les fabricants automobiles. Tous ces gens-là sont fortement intéressés par cette électromobilité et tous ces gens-là peuvent avoir des objectifs qui leur amènent à avoir des visions différentes du marché. Demain, si un fabricant automobile se présente comme vendeur de solutions ou vendeur d'énergie disponible, eh ben, ça va automatiquement bousculer les gens qui sont les utilities et qui proposent de l'énergie sur le marché. Alors notre vocation, effectivement, nous, c'est de traiter des deux roues jusqu'au bateau et de voir la mobilité décarbonée, je dirais, quelle que soit l'énergie et quelle que soit la source. On peut parler électrique, on peut parler hydrogène. L'important, c'est de décarboner et de voir quelle est la meilleure utilisation pour le meilleur système. Alors pour ça, on a fait un certain nombre de guides. En fait, on crée des groupes de travail. Les groupes de travail, les sujets peuvent être amenés soit par un membre, soit par nos autorités de tutelle, soit par une idée propre des membres de l'AVER. Grâce à ça, on monte un groupe qui va travailler, qui va définir les attendus, qui va définir les chemins pour y arriver et qui, au bout du bout, doit produire un document ou une note de position. Et notamment, un des guides que l'on a sorti s'appelle « Comment électrifier sa flotte de véhicules électriques ». Demain, on a une entreprise. Si on a 5 véhicules ou si on a 500, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Et donc, de ce fait-là, on a créé à travers ce guide qui doit faire une centaine de pages et qui est disponible donc sur notre site, je ne dirais pas une méthodologie, mais une liste des choses à voir. Par exemple, toujours revenir à l'usage. Quel est l'usage ? Combien font de kilomètres les véhicules ? Est-ce qu'ils reviennent tous les soirs ? Une fois qu'on a vu l'usage, après, il y a tout un volet économique. Est-ce qu'on est propriétaire de son parking ? Est-ce qu'on est propriétaire de son établissement ? Est-ce qu'on veut que la charge soit liée aussi à l'énergie du building ? Est-ce qu'on peut faire de l'énergie management ? Donc tous ces thèmes-là sont abordés dans ce guide. Et puis aussi, donc à ce guide dédié à l'électrification des flottes, je vais y arriver. Et de plus, on a une veille législative pour savoir quelles sont les obligations pour les entreprises. Donc les obligations, vous les avez là, je vais les lire pour que ce soit très clair. Les entreprises possédant plus de 100 véhicules ont l'obligation de commander un minimum de véhicules électrifiés
depuis le 1er janvier 2022, elle doit acheter au minimum 10% de voitures électriques ou hybrides rechargeables qui rejettent moins de 60 grammes par kilomètre de CO2. Les pourcentages dès 2024 vont évoluer pour arriver à 70% en 2030. Donc ça, ce sont des choses qui doivent être mises à jour, je dirais, en temps réel, et ça nous permet aussi de mettre à jour le guide et d'avoir des informations qui sont toujours up-to-date, je dirais. Ensuite, le prééquipement des places de parking peut être aussi un frein. Des entreprises peuvent avoir des parkings, des places de stationnement dans les parkings privés. Donc pour les parkings de sociétés de plus de 10 places, alors dont le permis de conduire, etc., etc. Et si le parking comporte plus de 200 places, 2 d'entre elles au minimum vont être équipées dès la fin de chantier et un taux de minimum de 5% sera à atteindre d'ici 2025. Donc on force aussi, et le législateur force aussi sur le prééquipement, de manière à ce que quand les entreprises sont prêtes à basculer sur une flotte électrique, il n'est pas à faire forcément 2 investissements en même temps. Donc l'Aver France, nous, on est le porte-parole de l'écosystème de la mobilité électrique, on est garant de la neutralité, je pense que ça c'est très très important, et puis on reste à votre service pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Voilà, j'avais juste une petite question, Bernard. C'est bien sûr 2035, fin des véhicules thermiques. Ça vaut aussi bien sûr pour les professionnels. C'est-à-dire qu'en 2035, véhicules électriques pour tout le monde. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, il y a cette convergence. Donc on voit cette montée en puissance qu'il va y avoir pour les véhicules électriques, pour les entreprises, d'équipement et d'achat de véhicules. Il y a équipement, achat de véhicules, et puis pour les entreprises. Et puis il y a toute une dynamique avec les ZFE aussi qui vont impacter les entreprises qui vont devoir les travailler en ville. Alors, les ZFE, alors juste pour expliquer, tout le monde connaît à peu près, mais c'est pas certain. Donc des zones à faible émission. Donc vous ne pourrez pas rentrer, par exemple, dans Paris, un bon exemple, avec un véhicule diesel, si vous avez un véhicule diesel. Donc là aussi, il faut que l'offre en termes de véhicules fasse le même chemin que ce que font les autres métiers, c'est-à-dire progresser, avoir des véhicules qui puissent avoir une charge utile importante, avec des conventions électriques, avec des consommations électriques par rapport au poids des batteries qui devraient baisser. Et donc la batterie va faire des progrès, le véhicule va faire des progrès, et ça va permettre d'avoir des kilomètres parcourus qui seront encore plus conformes aux besoins des industriels. Alors justement, vous avez donné le lien, vous avez fait le lien avec Samuel, on va continuer avec vous, et vous avez récupéré la zapette et le micro d'ailleurs aussi. Pour la Poste, parce qu'aujourd'hui, vous avez une petite zapette, vous avez une présentation, je crois. Vous avez donné les chiffres, mais c'est 8000 véhicules thermiques aujourd'hui. C'est à peu près ça, mais ce que j'avais retenu, c'est un nombre de sites, la Poste un peu partout. Je vais vous donner quelques chiffres. On va reposer la problématique et l'engagement. Déjà, je voulais juste dans la transition dire à l'Aver France, à son représentant, que on avait participé effectivement à l'édition des guides, présentés précédemment. C'est important. Donc on est là pour témoigner. Ça fait déjà quasiment une quinzaine d'années que la Poste est investie sur l'électrification des véhicules, qu'ils soient assistance électrique ou qu'ils soient purement électriques. Et donc du coup, on est là pour partager aussi cette expérience-là et motiver. Effectivement, on a un grand projet de décarbonation de la livraison. Donc à la Poste, c'est 4 grands métiers. Pour faire simple, on a les bureaux de poste, la branche grand public numérique que vous connaissez toutes et tous. Le groupe Géopost qui intègre Chronopost et DPD par exemple et qui nous ouvre à l'international. On a la banque postale bien évidemment qui prend le virage et qui accompagne aussi tous les projets qui sont liés à la RSE au sens large. Et puis la branche service courrier colis qui sont les métiers historiques qu'on connaît. Là, notre facteur, notre factrice qui vient 6 jours sur 7 sur le territoire. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en train de vivre une évolution du modèle d'affaires. Donc on a notre courrier historique qui s'effondre en termes de trafic. On se digitalise, c'est normal. Par contre, le e-commerce est en pleine croissance. Donc on a décidé de l'accompagner
Également avec une série de nouveaux services, comme par exemple la livraison de paniers repas à domicile. Bon, pourquoi je commence l'histoire comme ça? Parce que ça veut dire que nos facteurs vont continuer à devoir opérer tous les jours sur tout le territoire, y compris sur les grandes agglomérations, y compris sur les zones à faible émission, même si on a des échos de la Commission qualité de l'air qui nous disent que les mesures de la qualité de l'air s'améliorent sur les grandes agglomérations. On en a encore 5 qui sont critiques et on a décidé à la Poste de s'y investir, non pas uniquement sur les 5, mais sur 44 grandes agglomérations. Donc ça, je vais vous montrer ça juste derrière. Voilà, quelques chiffres pour présenter la branche. Donc on est 65 000 facteurs, 125 000 postiers au sens large, 48 000 tournées qui opèrent tous les jours sur le territoire. Donc on vient distribuer des courriers, des colis, bien évidemment. On fait des nouveaux services. On fait aussi des services de collecte. Et vous voyez qu'on est en train de se muscler aussi sur les nouveaux services avec plus de food, du réassort de drive par exemple. Et puis bien évidemment des services logistiques qui sont notre cœur de métier historique. On va se concentrer aujourd'hui sur le métier du dernier kilomètre. Donc, quand on parle d'émissions de carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre, on a 3 grandes catégories en tête. Vous évoquiez juste avant les bâtiments, donc tout ce qui est infrastructure. On a aussi bien évidemment le transport poids lourd. Nous, on a décidé de se concentrer en priorité sur ce qu'on peut transformer. Donc le dernier kilomètre, ce qu'on peut transformer tout de suite. Donc c'est du véhicule utilitaire léger ou du véhicule de personnel, du véhicule de poule, comme on le dit. On va rentrer juste derrière sur l'état de la flotte de livraison de la Poste et la branche service courrier colis. Comme je vous le disais, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on a fait rentrer nos premières Kangoo, pour ne pas citer la marque électrique, et ça a été l'occasion de faire émerger certaines startups, d'amorcer le marché. Et donc ça fait déjà pas mal d'années qu'on a effectivement des véhicules électriques et des points de charge. Donc on a tout de suite fait le choix, à l'époque on n'avait pas tellement de choix, il n'y avait pas de réseau de charge à l'externe, d'équiper nos bâtiments d'infrastructures de charge. Donc ça, c'est important. Et avant de rentrer dans le détail de la flotte, vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller, je reprends le terme de cas d'usage qu'on évoquait juste avant. Eh bien, on a fait le tour de la question. Donc le thermique, le gaz, le biogaz. On est arrivé à la conclusion que nos cas d'usage sur le dernier kilomètre à la Poste sont parfaitement adaptés à l'utilisation de véhicules 100% électriques. Pourquoi? Parce que sur le petit schéma que je vous affiche ici sur la présentation, vous avez en abscisse les parcours moyens effectués au quotidien par les postiers, vous voyez, de quelques kilomètres à une centaine de kilomètres par jour. Et puis, vous avez les emports de charge moyenne. Donc, c'est vrai que historiquement, on fait du dense, donc du courrier, du pli. Les colis sont de moins en moins denses parce qu'il y a beaucoup de vide dans les colis. Et vous voyez que nous n'avons pas d'enjeu de distance supérieure à 100 km par jour, ni d'enjeu à véhiculer de la charge, en tout cas sur ce dernier kilomètre, à charge supérieure à 200 km. Bon, ça veut dire que le marché aujourd'hui, c'est nous proposer des véhicules électriques qui répondent à tous ces cas d'usage-là. Aujourd'hui, vous voyez où on en est. On a encore beaucoup de piétons, notamment sur les cœurs de ville, les zones complexes. Du vélo assistance électrique, on en parlait juste avant avec les différentes après-midi proposées dans le cadre de ces présentations. On s'émancipe sur le vélo cargo électrique, donc qui peut emporter plus de colis en centre-ville, parce que décarboner, oui, c'est l'objectif, mais décongestionner aussi, c'est important. Donc on n'arrive plus à circuler. Ici, pour venir Paris Intramuros pour discuter avec vous, on est venu à vélo, pour une simple raison, c'est ce qu'il y a de plus efficace et rapide. Donc on fait pareil avec les colis aujourd'hui. Et puis dès l'instant que les tournées vont être un peu moins denses et un peu plus kilométrées, on va rester sur du 4RM, du 4 roues motorisé électrique. Et aujourd'hui, on a
déjà près de 10 000 voitures électriques utilitaires en parc, hein, du 3, 5 et jusqu'aux 11 mètres cubes électriques. Et puis, on a développé aussi avec un fournisseur français qui s'appelle Ligier, des 3 roues et des 4 roues motorisées électriques, avec notamment le Stabi, hein, qui est un engin agile électrique. Tous ces véhicules-là sont chargés dans nos bâtiments. Ils dorment la nuit, accrochés à un point de charge. Alors, toutes les nuits, non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on se concentre sur les grandes agglomérations, les tournées sont plus petites, font moins de kilomètres. Donc, on arrive à avoir des autonomies de véhicules qui ne nous obligent pas à charger tous les jours le véhicule. Donc, ce qui veut dire qu'on vient d'une histoire où on met un véhicule, un point de charge, vers un avenir, vers un point de charge pour 2 véhicules, en tout cas sur les zones les plus denses. Je termine avec un dernier slide, c'est notre projet, hein, qui est déjà bien entamé. Donc on a décidé de se calquer sur le décret de décembre 2021, hein, donc, qui faisait un focus sur des ZFE potentiels. Donc clairement, on est sur des agglomérations de plus de 100 000 habitants. 44 agglos, 44 métropoles, sur lesquelles on a déjà près de 40% de 4RM électriques, donc des voitures électriques, des voitures utilitaires électriques. Et il nous reste encore 8000 véhicules thermiques à transformer. Et ça va être ça la suite de l'histoire. On a déjà commandé beaucoup de véhicules pour les remplacer à nos industriels qui peinent à nous fournir, mais qui commencent à détendre les capacitaires de production. Il en va de même pour les installations des infrastructures de charge. Hein, donc on tire sur la corde et on ouvre des gros contrats nationaux là-dessus, mais aussi des contrats locaux pour pouvoir répondre à nos urgences d'installation de points de charge. Donc voilà, ça c'est le début je dirais que c'est le début de l'histoire avec un horizon 2025. Et puis on a pris le pari qu'à compter de 2025, on allait quasiment totalement arrêter de commander des véhicules thermiques. Hein, donc ça c'est important, on l'a budgété, on l'a mis au plan moyen terme. Et donc du coup, ce qui veut dire que au-delà des 44 métropoles, la flotte de 50 000 véhicules des postiers vise à être 100% zéro émission électrique d'ici à 2030. Donc voilà l'ambition. Alors, j'avais une petite question, mais qui était un peu hors sujet, mais vous me répondez si vous pouvez. C'était le coût global de l'exploitation, parce que j'ai retenu qu'au kilomètre, un véhicule électrique, ça coûte 3 fois moins cher qu'un véhicule thermique. Bon, je donne des chiffres à grosse maille. Hein. Alors, ça coûte peut-être un peu plus cher à faire l'acquisition d'un véhicule électrique, mais est-ce que vous avez fait un calcul en disant, voilà, passer à l'électrique, ça va nous coûter plus cher? Je parle juste sur les véhicules ou moins cher? Avec l'exploitation, hein, bien sûr. Alors, je vais avoir une réponse elle est très terre à terre, très pragmatique. Un véhicule électrique, à l'achat, quand on l'achète, moi aujourd'hui, un véhicule utilitaire électrique me coûte 2 fois plus cher qu'un véhicule thermique. Je parle vraiment de l'investissement, l'acquisition. Le projet que je viens de vous montrer, 8000 véhicules électriques, ça veut dire plus 150 millions d'euros en delta d'investissement pour la Poste. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'investir 120, 150 millions d'euros, j'en investis 2 fois plus pour pouvoir habiller ces 8000 véhicules-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'usage, on a des frais de mécanique qui plongent. Il n'y a pas de moteur à entretenir. Ouais. Ça c'est vrai. Et je vais avoir une rentabilité, donc je vais être à l'équilibre et commencer à être moins cher par rapport au thermique, donc entretien, frais de gasoil, dès l'instant que j'arrive à rouler avec au quotidien, aller plus de 55 à 60 km. Donc en fait, mon point de ROI, il est là. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai la plupart de mes tournées qui sont rentables en électrique. C'est moins vrai sur l'urbain dense, sur lequel on a décidé de faire un effort. Hein, c'est ça la réalité. Voilà, sur les 44 collectivités. Alors, et puis dernière question, là je reviens sur l'infrastructure de recharge de véhicules électriques. Vous avez des multitudes de bâtiments, j'imagine. Vous avez des bâtiments dans des centres-villes. 2800 bâtiments, 2800 sites. Des fois des parkings, des fois. Donc en termes d'infrastructure de recharge de véhicules électriques, c'est plein de solutions différentes. Oui, alors je pense qu'on a toute la palette. On a le cas le plus simple, c'est le bâtiment industriel prééquipé, prédisposé, avec les fourreaux qui vont bien. On a les parkings, donc on installe, il n'y a pas trop de soucis sur cette partie-là. On a le cas du vertical, donc on a quand même des sites qui sont dans des zones denses. On garde nos véhicules en sous-sol. Donc on a beaucoup de discussions aussi sur
les normes incendie associées à ça. Donc on essaye de faire évoluer la norme, pas de prendre des risques, mais tout simplement trouver des vraies solutions plutôt que de dire c'est interdit. On ne fait rien, non, on est obligé de se transformer. Donc on a ces cas d'usage-là. Et puis, on en discutait tout à l'heure avec un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais on a des cas de figure où on gare encore nos véhicules sur la voie publique. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de parking, ni au rez-de-chaussée, ni en sous-sol. Et on profite de surfaces externes, donc soit sur des parkings privés, soit sur des collectivités qui nous mettent à disposition des surfaces. Et là, dans ce cas de figure-là, eh bien, on va jouer des contrats de négociation avec nos fournisseurs de services pour installer des infrastructures de charge. Et puis, bien évidemment, discuter avec les collectivités qui sont, pour la plupart, accueillantes et nous trouvent des solutions et acceptent qu'on installe des infrastructures de charge pour la Poste sur la voie publique, dans certains cas extrêmes. Allez, une dernière petite question là. C'est sur les. Donc, vous pouvez produire aussi de l'énergie. On sait qu'il y a des obligations en termes de photovoltaïque. Est-ce que vous avez fait ce choix-là, c'est-à-dire de dire j'installe des panneaux, des ombrières, pour ne pas le citer, avec de la production d'énergie électrique et sur lequel ça va alimenter mes voitures? Alors, on a commencé sur la partie bâtiment. Donc, on a pas mal de surface avec des toits plats. Donc, oui, on a commencé à installer là du photovoltaïque. Avant tout pour alimenter le réseau et la consommation des bâtiments. Sur les ombrières, on est au début de l'histoire. On sait par exemple, dans les territoires d'outre-mer, par exemple à La Réunion, ça fait quelques années qu'ils me disent on voudrait avoir des véhicules électriques, sauf qu'ils ont des centrales à charbon, donc pour produire de l'électricité. Donc là, on sait qu'on va devoir accélérer sur l'ombrière, potentiellement stocker de l'énergie, pour réalimenter les véhicules la nuit parce qu'ils sont en opération la journée quand le soleil cogne. Donc l'idée, c'est de faire des ombrières, mais plutôt pour alimenter le réseau général et ensuite venir reconsommer derrière l'énergie du réseau général la nuit quand on en a besoin. C'est le début de l'histoire là-dessus. Ouais. Voilà, on va revenir. Merci beaucoup, Samuel. C'est toujours un grand plaisir d'avoir effectivement la maîtrise d'ouvrage qui fait le témoignage de l'utilisateur final de l'usage, et en tout cas sur un parc tel que le vôtre, c'est un grand plaisir. Alors, on continue avec Laurent pour Unex. Effectivement, on va parler de tout ce qui est câble et chemin de câble, parce qu'on voit que quand on met en place ces infrastructures de recharge de véhicules électriques, il y a du photovoltaïque, et donc on a besoin d'installer des câbles et donc d'avoir des chemins de câbles sécurisés. Merci Xavier et un grand merci à Samuel parce qu'on ne s'est pas coordonné avant, mais l'introduction est parfaite. L'introduction est parfaite et au passage, un petit message, on est très présent à La Réunion et on a un partenaire dont je vais montrer une photo qui a fait une ombrière avec une infrastructure de recharge de véhicules électriques. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici en présentiel et à distance. Donc j'interviens aujourd'hui pour le compte de la société Unex et avant d'attaquer le sujet des infrastructures de recharge, je vais vous dire deux mots sur qui nous sommes Unex en tant qu'entreprise. Unex, nous sommes un groupe familial européen indépendant et nous nous définissons comme un spécialiste des solutions isolantes pour supporter, conduire et fixer les fils et câbles électriques de tout niveau de tension. Nous avons la particularité d'avoir une fabrication à 100% intégrée dans nos usines, car nous voulons garder la maîtrise des performances produits, de la disponibilité et des coûts. Et pour garder la maîtrise de la disponibilité, à tout moment, 100% de nos références sont disponibles sur notre stock et à votre disposition à travers notre réseau de revendeurs, plus de 500 points de vente en France et beaucoup plus partout dans le monde. Si vous avez des filiales à l'étranger, nous sommes à votre disposition. C'est important parce qu'aujourd'hui, on sait que la réactivité logistique, entre le moment où on débloque un projet et le moment où il faut qu'il soit opérationnel, parfois, ce n'est pas du jour pour le lendemain, mais c'est du jour pour la veille. Quand les sous sont là, il faut les utiliser. Particularité d'Unex, je vous ai dit qu'on est un spécialiste. Un spécialiste, ça doit avoir des produits avec des performances qui apportent de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle vient du fait que nous avons la maîtrise de nos matières premières,
nous les élaborons dans nos usines, ce sont elles qui vont conditionner les performances des produits. Et ces performances, nous allons être capables de vous les garantir, pas nous, mais par les organismes certificateurs avec lesquels on travaille, car chaque fois que c'est possible et qu'une norme de référence existe dans le pays dans lequel nous commercialisons nos produits, nous sollicitons et nous obtenons la certification du produit pour des niveaux de performance souvent plus élevés que les standards habituels du marché. En France, nos produits, nos solutions sont certifiées NF. Samuel et Xavier l'évoquaient à l'instant, les entreprises sont confrontées parfois, mais surtout confrontées à deux grands défis. Le premier, c'est la facture énergétique, parce que depuis 2 ans, le sujet est sur la table, plus qu'avant, et à devoir alimenter les flottes, enfin, déployer les flottes et alimenter les flottes de véhicules électriques pour les recharger. Ces deux grands défis, aujourd'hui, ils se rejoignent. Et effectivement, il faut être capable pour une entreprise à la fois de produire une partie de son énergie et de l'autre de mettre en place une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, avec un niveau de complexité qui pourra amener effectivement jusqu'à un besoin de batterie. Parce que j'ai noté qu'à la Poste, 100% des véhicules sont rechargés la nuit. Or, la nuit, les centrales produisent peu quand elles sont photovoltaïques. Donc, il faudra envisager du stockage pour pouvoir restituer cette énergie la nuit. Chez Unex, on est capable d'apporter des solutions pour amener de la sécurité additionnelle sur les deux types d'installations. À la fois sur les installations photovoltaïques, qu'elles soient sur le toit des bâtiments lorsque la structure du bâtiment permettra de le faire. Pour ceux qui ont déjà travaillé le sujet, vous savez qu'a priori, en l'état actuel de l'art, seulement 7% des bâtiments peuvent accueillir un générateur photovoltaïque, compte tenu des contraintes de poids, de charge. Et donc, l'autre alternative, lorsque l'entreprise disposera d'un parking dont la configuration le permettra, ça sera d'installer des ombrières, et vous les voyez se développer aujourd'hui sur les parkings d'un certain nombre de bâtiments. Lorsqu'on va parler de la recharge des véhicules électriques, la difficulté, et c'est pour ça que je disais merci à Samuel implicitement, c'est qu'il a évoqué la diversité des configurations des parkings des entreprises. Il n'y en a pas deux d'identiques. Il n'y a pas que des parkings enterrés, il n'y a pas que des parkings en surface, et il n'y a pas que des parkings en surface qui permettent d'ouvrir des tranchées et de tirer des fourreaux. Et c'est là que ça va se compliquer, parce que l'enjeu, c'est pas tant de positionner les bornes, mais ça va être de les alimenter. Les alimenter depuis le tableau jusqu'à la borne et le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Sécurité électrique, sécurité des intervenants, parce qu'on se trouve avec des installations à portée de main, à hauteur d'homme, et il faut amener un maximum de sécurité à vos collaborateurs, à vous et aux usagers de ces parkings. Alors quand je parlais d'exemple tout à l'heure, c'est la photo qui est en bas à droite, c'est effectivement une ombrière sur un parking dans les dom-toms à La Réunion. Et c'est une installation très récente. Mes remerciements à l'entreprise qui nous a autorisé à utiliser cette photo. Les parkings, vous le voyez par exemple en bas à gauche, ça peut être un parking en surface, on ne le devine pas ici, mais c'est un parking sous lequel il y a d'autres étages de parking, impossibilité d'ouvrir une tranchée, très compliqué et très coûteux de faire un carottage pour amener les alimentations par-dessous. Ici, la seule solution, c'était d'arriver en surface, un peu comme dans un bâtiment de bureau, on arrive en plainte et l'objectif c'est d'avoir une solution qui permette au câble de cheminer en toute sécurité avec une excellente résistance au choc, un bon comportement aux UV et aux intempéries et avec un maximum de sécurité électrique parce que là, les câbles passent au ras du sol. Le deuxième exemple, c'est un parking beaucoup plus classique qui pourrait ressembler à un parking de copropriété. C'est un parking d'entreprise en région lyonnaise où ici, on amène directement les câbles depuis le tableau à travers ce qui peut être indifféremment un chemin de câble ou une goulotte, on le verra tout à l'heure. L'enjeu étant de distribuer les câbles depuis le tableau de distribution jusqu'à chacune des bornes. La dernière configuration, j'en ai parlé, une ombrière photovoltaïque, une partie d'autoproduction et une partie avec de l'énergie amenée de l'extérieur. Le chemin de câble, vous l'apercevez, il est en bas du mur, derrière les bornes de recharge, et il permet d'alimenter, sans avoir eu à ouvrir une tranchée,
les différentes bornes de recharge depuis le tableau de distribution. Bien, la solution technique pour faire ça, c'est quoi? C'est un produit a priori très banalisé, et vous allez vous dire, mais il fait quoi ici? Il ne fait pas de borne, il ne fait pas de panneau, et pourtant on fait un composant qui est vital, parce que c'est lui qui va vous permettre de faire cheminer vos câbles en toute sécurité et de garantir la pérennité, la longévité et la sécurité de l'installation, le plus esthétiquement possible bien entendu, parce que vous n'imaginez pas dégrader le design et l'architecture de vos bâtiments d'entreprise. Ce chemin de câble, il est isolant, et c'est son premier argument. Vous n'aurez pas besoin de le mettre à la terre, vos mises à la terre ne seront pas vulnérables, et elles ne seront jamais dégradées. Et vous ne les contrôlerez jamais, et tout ça, c'est important. Deuxième élément important, ce sont des produits qui ont été conçus et certifiés pour installation extérieure, et nous avons aujourd'hui plus de 40 ans de retour d'expérience à l'extérieur, sur les 5 continents et sous toutes les latitudes. Totalement insensible à la corrosion, et avec une résistance au choc IK10, ce qui pour une enveloppe est le degré de résistance au choc le plus élevé. Si on le traduit en énergie de choc, ils sont également certifiés 20 joules à une température de moins 20. Le changement climatique fait que ce sont des températures qu'on atteint de moins en moins souvent, mais c'est important de savoir que quand on est résistant à basse température, on l'est encore plus à température ambiante. Quelques photos pour se rendre compte de ce à quoi ça peut correspondre. En haut à gauche, un exemple d'ombrière où le chemin de câble se trouve sur la partie câble courant continu. C'est la partie où le niveau de risque est le plus élevé sur une centrale photovoltaïque, parce qu'ici, on est en courant continu, on ne peut pas couper l'installation à distance. Tant qu'il fait jour, on a du courant, on a de la tension, et sur cette partie-là de l'installation, le moindre incident a des conséquences sur la sécurité et sur la production. En bas à gauche, on l'a vu tout à l'heure, au centre, c'est une configuration de parking souterrain, indifféremment d'habitation ou d'entreprise, et où l'enjeu va être, parce qu'on ne peut pas ouvrir de tranchée, au plafond, de distribuer les câbles. Et le plus souvent, ces chemins de câbles vont être à portée de main pour les gens qui lèvent les mains, ils sont à 2 mètres, 2 mètres 20 de haut, ils n'ont pas le droit d'être en dessous de 2 mètres, c'est une règle, et ils sont donc accessibles. Ici, l'enjeu, c'est de vous apporter une solution pour faire cheminer vos câbles dans les meilleures conditions de sécurité, sans avoir besoin de les mettre à la terre. Ça veut dire que sur toute la durée de vie de l'installation, l'installation est naturellement sûre. Sur les autres exemples, on voit des chemins de câbles déployés indifféremment sur des centrales photovoltaïques ou sur des infrastructures de recharge. Un dernier point, je ne m'attarderai pas trop dessus et je passerai rapidement, mais la technique ne veut pas dire absence d'esthétique. On a besoin, vous avez besoin que vos installations soient propres, présentables, parce que parfois vos clients vont venir se garer dans ces parkings-là et c'est le premier endroit qui va commencer à communiquer sur l'image de votre entreprise. Et donc, nos solutions sont des solutions qui vont parfaitement s'intégrer dans vos installations, sans dégradation dans le temps, pas de coulée de rouille, pas de problème de sécurité de quelque nature que ce soit. Et si vous voulez les peindre, vous pourrez les peindre. Laurent, peut-être une petite question Oui. sur ces produits. Donc, du coup, on connaît l'installation des chemins de câbles métalliques. Et donc, bon, là, vous avez une solution. Mais est-ce qu'en termes de coût, quel est l'impact pour l'utilisateur? Est-ce que c'est beaucoup plus cher que d'installer des câbles métalliques? Alors, comme d'habitude, hein, vous le savez, rien n'est plus lâche qu'un chiffre. Torturez-le bien, vous lui ferez dire ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'un investissement, c'est de la durée, c'est de l'exploitation. Et un petit peu comme dans le cas de l'achat d'un véhicule électrique, apparemment, ça coûte 100% plus cher qu'un véhicule thermique. Mais si j'ai bien entendu, au bout de 50 à 60 km par jour, ça devient rentable. Eh bien, un chemin de câble isolant, c'est exactement pareil. On pourrait penser que ça va coûter plus cher à l'achat, mais si vous intégrez le fait que vous n'aurez pas besoin de le mettre à la terre, vous allez faire l'économie de la mise à la terre. Si vous ne le mettez pas à la terre, vous êtes des entreprises, vous avez des contrôles périodiques. Vous n'aurez pas à contrôler périodiquement le fait que la mise à la terre du chemin de câble est effectivement opérationnelle. Vu qu'il est totalement insensible à la corrosion, dans le temps, vous n'aurez jamais aucune pièce à remplacer pour ce motif-là. Sur la durée de vie de l'installation, croyez-moi, un chemin de câble isolant, c'est très économique.
Voilà, J'ai bien répondu à la question. Voilà. J'ai Merci. ma réponse à peu près. Bien, je passe rapidement sur 2 autres gammes de produits parce qu'on n'a pas toujours besoin de la capacité d'un chemin de câble, on n'a pas toujours besoin de passer au plafond. Et l'application qu'on voyait en photo tout à l'heure, c'est une application qui peut se résoudre indifféremment avec un chemin de câble ou avec une goulotte. Et la particularité des goulottes Unex, c'est que à la tenue, à la charge près, qui fait qu'on peut poser un chemin de câble sur des supports distants les uns des autres, nos goulottes gamme 73 ont le même niveau de performance que nos chemins de câble, résistance aux UV, résistance aux intempéries, résistance aux chocs, certification. Particularité, elles sont livrées d'origine avec le capot, les éclisses et les agrafes, ce qui est un confort. Mais surtout, elles ont la particularité de couvrir des gammes de dimensions plus réduites. Tout le monde n'a pas 10, 15, 20 000 véhicules dans sa flotte. Et si on ramène chaque site de la Poste, parfois on n'a que quelques véhicules à alimenter. Et dans ces cas-là, le nombre de câbles à amener jusqu'aux bornes est plus réduit. Et la gamme de goulottes 73 convient parfaitement à ces applications-là. Dernière chose au niveau des produits, alors là, celui-là, si j'arrive à capter votre attention, merci. Quand on fait du photovoltaïque, personne ne regarde les colliers. Personne, sauf les gens qui exploitent des centrales depuis 10 ans et qui, au bout de 10 ans, commencent à rencontrer des problèmes parce que les colliers cassent. Naturellement, sans rien faire, les câbles pendent. Et quand les câbles pendent, ils ont de la prise au vent et les connecteurs sont mis en contrainte avec tous les risques que ça engendre. Chez Unex, nous fabriquons des colliers qui sont conçus pour tous les usages, y compris les usages les plus sévères sur les centrales photovoltaïques et toutes les autres applications. Et nous les fabriquons dans 2 matières premières différentes en fonction du degré d'exigence que vous allez avoir sur la centrale. N'oubliez jamais une chose, celui qui exploite la centrale, c'est lui qui doit choisir le produit et c'est lui qui doit être exigeant sur les produits qui vont être mis en œuvre. Que les colliers soient exposés aux UV visiblement parce qu'ils prennent la lumière du soleil ou qu'ils soient derrière les panneaux, ils seront toujours exposés aux UV d'une manière ou d'une autre. Et s'ils ne sont pas conçus pour ça, alors ils casseront prématurément et vous aurez des frais additionnels pour la maintenance de votre centrale dont la rentabilité diminuera d'autant. Je termine avec U-Digital Services sur notre site internet où vous trouverez un outil pour dimensionner nos goulottes et nos chemins de câbles, un configurateur pour définir vos listes de matériel et passer la commande chez nos distributeurs. Et enfin, pour ceux qui font des études en maquette numérique, la bibliothèque de tous les objets correspondant à nos produits. Voilà. Merci Laurent pour cette présentation. Donc on voit à quel point aussi, effectivement, il faut penser dans cette installation et cette infrastructure au chemin de câble. Alors il y a plein de questions là qui tombent. Je vais en prendre quelques-unes aussi. Qui ne concernent pas toutes. Déjà, Ilias qui pose une question, là, c'est plus pour, je pense, Samuel. Au-delà de la partie exploitation, avez-vous des problématiques quant à la disponibilité d'installateurs parce qu'effectivement, sur les IRVE, finalement, il y a un appel du marché, il faut en installer beaucoup. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à suivre la demande ? Oui, alors on est... je dirais, soumis à des méthodes d'appel d'offres et d'avis de mise en marché européen, donc sur ces niveaux en tout cas d'investissement. Donc on a les grands fournisseurs du marché. Je ne vais pas les citer ici parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité, on est là pour témoigner du champ des possibles. Donc la réalité, c'est que nous sommes assez nombreux à nous électrifier, à vouloir des installations. On se disait aussi que quand on a la chance d'avoir des budgets, il faut les utiliser. Donc, on est pris par le temps. Donc, oui, on a des problématiques de capacité ponctuelle sur certaines zones et de main-d'œuvre. C'est ça la réalité. Donc, pour y pallier. D'installateurs, finalement. Exactement, d'installateurs, donc qui peut manquer aussi de main-d'œuvre. Et donc, pour pallier à ces problématiques-là, on a ouvert les chakras. Avec deux idées très évidentes, c'est du bon sens. C'est faire du stock de bornes ou de matériel, tout simplement. Donc on stocke dans nos infrastructures logistiques des stocks tampons d'avance pour éviter les ruptures sur les chantiers. Et puis on s'autorise dans certains montants plafonds au-delà des grands contrats d'installateurs nationaux, à aller drainer des contrats locaux, très, très spécifiques, très, très ponctuels.
Ça, c'est clair. Une question pour, effectivement pour Bernard. J'en prends 2, 3, allez, vite fait. Hein. Une question pour Bernard, c'est l'aide à devenir. Pour quelle raison cette subvention, c'est une question d'Antoine, la subvention a été dédiée aux entreprises, a été supprimée? Alors, la subvention à devenir, en fait, elle essaie de couvrir un certain nombre de marchés. Ça aide au démarrage des marchés et il faut essayer de servir tout le monde. Donc, il y a un certain nombre de cas. Pendant un certain temps, cette subvention a été accordée aux entreprises. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Et on espère qu'on aura d'autres acteurs qui vont rentrer dans la ligne de compte. Oui, donc c'est pour accélérer un démarrage sur un marché. On accélère par marché, par type de client, ouais. Par type de besoin. En fait. Oui, parce que la subvention, c'est un coût. À un moment, il faut la payer aussi. La donc subvention les impôts, a un coût, oui. Donc, pour la collectivité, j'entends. Allez, une dernière question pour Laurent. Sur les chemins de câble, là, c'est Elliot qui pose cette question. Pour éviter qu'il ne peut pas faire trancher, est-ce qu'on peut rouler sur des chemins de câble? Alors, nous n'avons pas cette solution actuellement dans notre offre. C'est un sujet qui revient sur les grands parkings ouverts des copros et des entreprises. Effectivement, la demande existe et je n'ai pas de réponse pour cette demande-là. Voilà, donc on ne peut pas encore rouler sur le chemin de câble, il faut trouver d'autres solutions. Il est robuste, mais pas encore à ce point-là. Voilà. Allez, on continue sur ce tour d'horizon. Alors Didier, pour Didier Bagnon, pour Michaud, on avait dit effectivement qu'on allait voir un peu les spécificités. Voilà, il y a la zapette, la différence entre le tertiaire et le résidentiel, parce qu'il y a des spécificités, on a commencé à les aborder, et qu'on puisse bien... préciser quelles sont-elles? Tout à fait. Merci Xavier et bonjour à toutes et à tous. Michaud, pour commencer, je vais faire une rapide présentation de notre entreprise. Donc, nous sommes fabricants de matériel électrique depuis près de 70 ans, experts des réseaux de distribution. Et nous avons développé ces dernières années une offre complète pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques en copropriété et maintenant dans le tertiaire. Alors, l'offre Michaud s'articule autour de 3 volets. D'abord, une offre produit sous le nom de Parkelec. Ensuite, une offre de fournisseurs de compétences, c'est-à-dire que nous avons constaté que nous sommes sur un marché qui bouge extrêmement rapidement et où il y a un besoin d'accompagner les installateurs en particulier sur leur montée en compétences. Donc nous avons créé pour cela un centre de formation qui s'appelle Michaud Avenir. Nous éditons également des documents. Au printemps, nous avons en particulier rédigé un livre blanc celui-ci était sur le thème de la copropriété, mais nous travaillons aussi sur d'autres documents pour d'autres environnements. Enfin, une offre d'accompagnement des copropriétés et des entreprises. Alors cette fois-ci, pas directement, mais au travers d'un réseau d'installateurs et de bureaux d'études que nous avons fondé, qui s'appelle 100% ELEC, et sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Le tertiaire, donc dans la continuité du développement que nous avons fait ces dernières années d'une offre résidentielle, nous sommes actuellement en train de finaliser le développement d'une offre à destination du tertiaire et plus particulièrement à destination de la petite et moyenne entreprise. Je vais vous en donner ici les lignes directrices. Ces lignes correspondent à la feuille de route que nous avons suivie chez Michaud pour le développement de cette gamme de produits, mais elles nous semblent aussi intéressantes dans l'absolu pour l'ensemble des offres tertiaires, pour qu'elles soient vraiment adaptées au marché, en particulier au marché de la petite et moyenne entreprise. Donc nous avons travaillé sur une offre d'infrastructure et non seulement de points de charge. C'est vrai qu'on parle souvent de la borne de recharge, mais au-delà de la borne, il faut s'intéresser à la façon dont l'énergie est amenée à cette borne
Et on l'a évoqué avec Laurent il y a quelques instants. Il faut amener les câbles et selon qu'on se trouve en parking intérieur, en parking extérieur, qu'on puisse réaliser des tranchées ou pas. Il faut vraiment se poser la question de l'infrastructure. Donc c'est l'approche que nous avons eue, d'avoir une vue globale intégrant non seulement le point de recharge, mais aussi toute l'infrastructure qui amène l'énergie à ce point de recharge. Ensuite, nous sommes sur des parkings d'entreprise. Ce sont des investissements qui sont faits pour durer. Donc l'offre doit être également robuste, durable. Et de surcroît, c'est une offre de fabrication française. Point suivant, et là on est sur quelque chose qui va être plus important en tertiaire qu'en résidentiel, c'est la possibilité d'être compatible, et de préférence directement compatible, avec les charge point opérateurs, donc avec les opérateurs de mobilité, car dans un milieu professionnel, il va falloir que le chef d'entreprise, en tout cas que l'entreprise puisse connaître, j'allais dire véhicule par véhicule, les consommations qui ont été enregistrées. Ce n'est pas une contrainte que l'on a aussi fortement dans le domaine résidentiel lorsque, dans une copropriété, chacun est copropriétaire de sa place de parking, puisque dans ce cas-là, il va recevoir sa facture d'énergie, et ce sera suffisant. Mais dans le domaine tertiaire, bien entendu, il peut y avoir des notions d'usage à prendre en compte qui sont particulièrement importantes. Et donc là, on va avoir besoin d'une supervision. L'offre, ensuite, s'adresse aussi bien à des parkings partagés que des parkings en pleine propriété. On va voir dans le slide suivant qu'en termes d'offres, en termes d'infrastructures en particulier, les contraintes sont différentes. Enfin, on s'adresse à toutes les typologies de parking, intérieur comme extérieur, et l'offre est étudiée d'emblée de façon à permettre le pilotage de la recharge, de façon à être le moins énergivore possible. Donc, par rapport à l'offre que nous avions sur le résidentiel, nous avons développé des produits spécifiquement étudiés pour le tertiaire. Donc, en particulier, des armoires et des totems pour les parkings extérieurs comportant un double point de recharge, donc un de chaque côté, par exemple. Pour des puissances allant de 7,4 kVA à 22 kVA. Donc là aussi, en termes de puissance, ça peut être un peu différent entre le résidentiel où le 7,4 kVA est généralement suffisant et le tertiaire où parfois 22 kVA peut être nécessaire. Ça va dépendre là aussi de l'usage et du nombre de kilomètres réalisés par jour. Possibilité d'intégrer un point de livraison Enedis, car les bornes de recharge de véhicules électriques peuvent être soit raccordées au tableau général basse tension de l'entreprise, soit éventuellement être raccordées sur un point de livraison spécifique. Et puis nous travaillons aussi, dans le cadre des infrastructures extérieures, sur des systèmes de distribution, j'allais dire de type barrière, minimisant les travaux de VRD, c'est-à-dire que plutôt que de faire une tranchée, on peut imaginer que vous avez une sorte de barrière sur votre parking dans laquelle les câbles peuvent transiter. Un point sur l'opportunité de la colonne horizontale. La colonne horizontale, à l'origine, a été imaginée surtout pour le résidentiel. Donc, quand je parle de colonne horizontale, c'est aussi ce qu'Enedis appelle le réseau électrique auto. Il faut savoir que d'ores et déjà, il est possible d'installer des colonnes horizontales dans des bâtiments mixtes dès lors qu'ils comportent au moins 50% de logements.
Et dans ce cadre-là, nos solutions peuvent être par exemple des solutions de grappe permettant d'alimenter plusieurs places de parking à partir d'un point de livraison. Ce point de livraison étant, lui, raccordé sur une colonne horizontale. L'intérêt de ce type d'infrastructure, ça va être par exemple pour les parkings partagés, où vous avez plusieurs entreprises qui interviennent au sein d'un même, enfin qui ont leur place au sein d'un même parking. Donc vous avez un certain nombre de places pour l'entreprise A, d'autres places un peu plus loin pour l'entreprise B, et chacune est équipée d'un point de livraison unique avec derrière une grappe de bornes. Bien entendu, donc, tous nos produits sont conçus avec du pilotage intégré. Nous avons en effet une expérience dans le domaine, notamment une expérience positive de plus d'1 an sur un site d'exploitation Enedis. Alors, on le voit un petit peu sur le schéma qui se trouve en bas à gauche de l'écran, où, grâce à un système de pilotage, nous avons pu décaler le pic de recharge et amoindrir le pic de puissance. Donc ça va permettre, dans bien des cas, de limiter le surcoût et en particulier l'abonnement supplémentaire qu'il faudra avoir pour installer des bornes de recharge. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dispose d'un abonnement d'une puissance déterminée va pouvoir, dans bien des cas, conserver ce même abonnement en installant des bornes de recharge de véhicules électriques. Et simplement, on va donner la priorité à la consommation du bâtiment et simplement le résiduel, entre guillemets, aux bornes de recharge pour les véhicules électriques. En tout cas, si on est amené à augmenter la puissance de l'abonnement, on va pouvoir le faire dans des proportions beaucoup plus modestes. Enfin, donc, la commercialisation de cette offre va s'appuyer sur notre réseau d'installateurs spécialistes, 100% ELEC, dont nous avons un membre éminent ici sur le plateau. Vous allez voir dans quelques minutes, Laurent Deschamps de la société DB. Donc, ce réseau 100% ELEC dispose d'un site internet dédié et d'une couverture géographique nationale de façon à couvrir l'ensemble des grandes agglomérations. Et je pense qu'on doit être assez en phase avec les 44 grandes agglomérations qui étaient évoquées par Samuel tout à l'heure. Parce que, bien entendu, c'est sur ces grandes agglomérations que nous mettons nos efforts de développement prioritaires. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Voilà, merci Didier. Alors, on arrive, je prendrai quelques questions aussi tout à l'heure. Là, je vais vous laisser avancer tous. Effectivement, on voit à quel point là, vous terminiez sur le réseau, à quel point l'installateur électricien, qui est, je peux utiliser ce terme, la cheville ouvrière de tout le dispositif, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui soit en bout de chaîne pour installer ces bornes, pour les maintenir, pour faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Et Laurent, on a la chance de vous avoir avec nous et vous allez effectivement témoigner sur ce sujet-là, sur les différents types de parking et les différents types de solutions qu'on peut avoir. La question que je vous posais peut-être en préalable, Laurent, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un intégrateur, vous avez un travail de dingue, j'imagine. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les demandes? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Xavier pour l'organisation de cet après-midi. Est-ce qu'on y arrive? Alors, on n'est pas tout seul. Il y a un certain nombre d'entreprises qui font partie de réseaux, comme vient de le dire Didier sur 100% ELEC chez Michaud. Je fais partie aussi d'un réseau d'installateurs et de partenaires d'EDF au sein d'une SAS qui s'appelle Synertiel, qui regroupe 150 entreprises qualifiées dans l'IRVE et 2500 entreprises sur la rénovation énergétique. Donc oui, on a beaucoup de travail et on en a pour environ 10 ans, c'est ce que les chiffres nous disent.
Donc voilà, on est très sollicité. Nous, on est une petite entreprise, on est une PME d'une dizaine de personnes et une dizaine de sous-traitants qui sont en général des anciens salariés de l'entreprise. Mais nous sommes une petite entreprise agile. Qu'est-ce que j'entends par là, agile? C'est que j'ai été administrateur de Synertiel et donc au conseil d'administration, il y avait le directeur mobilité électrique d'EDF, mais aussi d'Enedis. Et on a conçu, il y a 4 ou 5 ans, on a jeté la base des solutions qui émergent aujourd'hui sous forme de grappe pour les opérateurs de charge, mais aussi sous forme de colonne horizontale avec EDF et Enedis. Donc effectivement, c'est beaucoup de travail en perspective, beaucoup d'acteurs qui sont nés de ce marché. Donc nous, on utilise, j'allais dire, toute la gamme présentée par tous les gens qui sont autour de la table, donc que ce soit de la goulotte Unex, du matériel électrique de distribution Michaud, des bornes de recharge Michaud. Nous faisons partie de l'AVER, donc on a participé à l'élaboration du guide pour les flottes d'entreprise. On fait partie de groupes de travail qui font avancer la connaissance du public, mais aussi la connaissance technique. Didier est rédacteur aussi d'un très bel ouvrage, d'un livre blanc sur la technique et sur la technologie, sur la solution de la colonne horizontale. Donc oui, effectivement, beaucoup de travail en perspective, beaucoup de formation, c'est-à-dire qu'il faut amener les entreprises à se qualifier. Donc là aussi, on a un rôle aussi pour coopter des entreprises et les amener à se qualifier dans ce domaine d'activité. Donc voilà, et effectivement, beaucoup de travail en perspective. Sur les, comment dire, spécifiquement sur les entreprises et sur les flottes d'entreprises, donc le guide édité par l'AVER propose une méthodologie qu'on adapte et qu'on suit. Donc on recommande et on aide les entreprises à faire un plan de changement de comportement et aussi un plan technique pour pouvoir alimenter 2, 5, 10, 100 et plus de véhicules électriques sur différents sites. Donc les sites peuvent être très variés, très variables. Samuel l'a dit, parking extérieur, parking intérieur, avec des contraintes techniques de sécurité incendie. Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire. Tout ça, c'est des problématiques. Et à chaque fois, chaque client est un peu particulier. Et on traite chaque cas et on étudie chaque cas. Donc, voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'ingénierie. Mais c'est aussi un formidable nouveau chantier pour notre filière, pour les fabricants. Pour le monde du bâtiment, parce que ça renouvelle aussi toute une filière qui, pas ronronnante, mais voilà, nous, rénover des appartements, des maisons, des services généraux, bon, bah, il y a un moment où on a un peu fait le tour. Donc là, ça nous redonne l'envie, ça nous redonne voilà, une nouvelle perspective et des nouvelles envies sur quelque chose qu'on découvre et qu'on construit ensemble, que ce soit avec Didier, que ce soit avec d'autres partenaires, avec Wallbox aussi, avec qui on travaille. Donc oui, c'est beaucoup de travail. On installe entre 500 et 600 bornes de recharge par an. Donc c'est énorme. Donc voilà, c'est beaucoup. Alors on adapte nos outils aussi, nous, pour suivre nos clients, parce que quand vous faites une copropriété, là on termine une copropriété à Saint-Maurice où il y a 850 places de parking, donc chacun va vouloir sa borne à tel endroit, tel modèle, telle marque. Voilà, c'est toute une logistique et tout un savoir-faire pour que le client soit satisfait au bout du compte, que ce soit une entreprise ou que ce soit un particulier quand c'est sur sa place de parking. Donc voilà ce que je voulais vous dire.
Je passe un petit peu rapidement. Donc, on est qualifié IRVE 1, 2, 3. 3, ça veut dire qu'on peut installer des bornes de recharge jusqu'à 350 kW en courant continu. Donc là, on est... j'ai fait un petit slide pour vous donner un peu un coût d'installation. Combien ça coûte? C'est un peu le nerf de la guerre. Donc, une prise, voilà, c'est 150, 200 euros. Si elle est connectée, ça va être un petit peu plus cher. Connectée, ça veut dire que vous allez, quand vous êtes une entreprise, avoir l'information de la consommation, l'information de l'utilisation. Donc, tous ces équipements connectés vous permettent de gérer les utilisateurs et les utilisations. Donc, une borne de recharge, ça commence à 1 500 euros. J'allais dire jusqu'à 20 000 quand il y a du génie civil, de la complexité. Donc, effectivement, ça, tout de suite, ça peut être un coût relativement élevé. Et puis, des bornes de charge haute puissance pour des applications particulières supérieures à 50 000 euros. Donc, on en a déjà installé pour des entreprises, des groupes BTP qui voulaient recharger un véhicule, un camion de 350 kW pendant l'heure du repas. Donc, eux, ils voulaient que ce soit rechargé très vite. Donc, bah oui, ils ont les moyens de se payer une borne à 50 000 euros ou plus. Oui, donc ça, quand il y a des enjeux financiers. Mais, donc, ce que je retiens, c'est que finalement, les prix sont très différents en fonction du lieu, de l'usage. Et donc, tout ça naît d'une étude sérieuse qui est faite, parce que sinon, on peut pas partir sur une installation. Je parle pour une entreprise. Hein, on ne peut pas partir sur une installation sans avoir fait une étude sérieuse de ce qu'on veut faire. Voilà, il y a des coûts, il y a des contraintes techniques. Vous ne pouvez pas installer une borne haute puissance de 350 kW sur n'importe quel compteur, sur n'importe quelle infrastructure. Donc voilà, la base, ça va être la borne de recharge qu'on voit au milieu, qui va de 7 à 22 kW. C'est avec ça qu'on couvre 80% des usages. C'est ce que vous installez à la Poste. Là, c'est cette. Je vous fais réagir parce que finalement vous rechargez. Vous avez toute la nuit pour recharger le véhicule. Vous n'avez pas besoin de grande puissance. Oui, alors c'est déjà merci pour toutes les explications parce que on trouve la palette de questions qu'on s'est posées sur les cas d'usage. On sait que plus on va être gourmand en puissance, autrement dit, plus on va vouloir charger vite un véhicule, plus ça va nous coûter cher en installation, en débit. En fait, c'est comme un débit d'eau, tout simplement. Donc, quand on veut une grande vanne, c'est des infrastructures associées. Donc nous, on est clairement dans l'optimisation des infrastructures. Donc, avoir une borne la moins chère possible, entre guillemets, ça veut dire avoir du temps pour charger. Donc nous, on charge nos véhicules entre 5 heures et 10 heures de charge. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a aucun problème à osciller entre 7.4, 3.6, et c'est ce qu'on appelle, nous, la charge normale. Et on a des cas d'usage. Donc, je rappelle, nous, on ne regarde pas les poids lourds encore, même si effectivement, un poids lourd, ça coûte cher, ça a besoin de rouler, donc ça a besoin d'être chargé vite. Sur le véhicule utilitaire léger, on a malgré tout aussi besoin des fois de se réavitailler ou de biberonner entre deux phases de distribution. Je pense aussi à nos sous-traitants, on a aussi des prestataires externes qui viennent nous voir, qui nous disent « Bon, est-ce qu'on pourrait avoir de la charge rapide ?» Alors, ça veut dire quoi une charge rapide? Donc déjà, charger à 7.4, c'est déjà bien. Monter à 22, on voit qu'il y a des choses possibles sans trop chahuter les infrastructures globales. Donc, on peut étudier certains cas, on monte à 22, ça reste exceptionnel. Par contre, on évite de monter au-dessus parce que tout de suite, c'est plus la même alimentation, c'est plus le même câblage en amont et c'est quasiment un autre métier. Voilà pour la Poste. Laurent, je vous laisse continuer sur votre présentation. Oui, je reviens juste un petit peu en arrière pour illustrer ce que vient de dire Samuel. On peut recharger un véhicule électrique sur une prise renforcée. Une prise 16 ampères va faire le job, on va dire. Ça met du temps, mais en une nuit, vous rechargez un véhicule hybride sans problème, un véhicule électrique à 50% selon la capacité de la batterie. La borne de recharge de 7 à 22 kW va vous faire 80% des usages. Il faut que le véhicule ait la capacité de se charger
à plus de 7 kW, en général, il se charge jusqu'à 7,4 kW en monophasé. Si vous voulez le charger plus rapidement, jusqu'à 22 kW en triphasé, il faut déjà que votre comptage soit en triphasé. Il faut que le véhicule ait la capacité de se charger en triphasé. Donc là aussi, j'ai des entreprises qui viennent nous voir en nous disant nous, on veut du 22 kg. Je dis bon, d'accord, très bien, 22 kg, pourquoi pas. Je dis vous avez quoi comme voiture? Ah on a acheté ça. Je dis mais ça, c'est quoi? Ça se charge à 22 kg? Bon, on n'en sait rien. Je dis c'est important. Donc ils regardent, ils appellent le fabricant, ils appellent le revendeur. Ah non, on peut se charger qu'à 7. Donc, je dis voilà, donc la borne 7 kg, ça va vous suffire. Si vous avez déjà acheté le véhicule avant de faire l'étude complète technique, vous vous retrouvez dans un cas de figure où vous avez un véhicule qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Donc Laurent, le conseil qu'on peut donner finalement, c'est qu'il faut réfléchir au global, c'est-à-dire il faut réfléchir à son véhicule et à l'IRVE avant de se lancer finalement. C'est ça. Je peux passer la parole à Bernard parce qu'on a travaillé beaucoup sur le sujet. Le guide qui a été fait, la conduite du changement, c'est une réflexion. C'est pas on y va, on verra ce qui se passe. Et puis non, il y a quand même le guide, il est fait pour ça. Il y a toute une méthodologie, il y a toute une réflexion pour que l'entreprise qui souhaite le faire puisse le faire en toute connaissance de cause et pas se retrouver dans un chemin qui mène nulle part, quoi. Bernard, peut-être une réaction? Oui, je confirme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 3 domaines dans lesquels il faut travailler. La base de la base, c'est l'usage. Ensuite, il y a les questions techniques. On en a parlé, quel chargeur, etc., etc. Il y a aussi les questions humaines qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, si on change sa flotte de thermique à électrique, il va y avoir un changement de comportement des hommes. Donc il y a une partie RH qu'il ne faut absolument pas obliger. Et la troisième partie, évidemment, c'est la partie économique. Mais tous les problèmes dont on a parlé, normalement, rentrent soit dans l'économie, soit de la technique, mais il ne faut pas oublier les hommes, parce que c'est les hommes qui vont charger, qui vont utiliser leur véhicule et qui vont être obligés, quelque part, de changer leur habitude. Ouais. Donc il faut regarder cet ensemble. Laurent, alors pour continuer sur la présentation. Oui, les hommes, c'est super important. Pour l'instant, on a tous roulé pendant des années avec un véhicule thermique. Rouler chargé avec un véhicule électrique, c'est autre chose. Donc il y a un accompagnement humain indispensable. Il y a des freins, on a des blocages, on se dit ah oui, mais est-ce que je ne vais pas tomber en panne? Est-ce que je vais trouver une borne pour me recharger? Enfin, il y a des problématiques. Si on ne rassure pas les gens sur la capacité à faire son travail normalement avec son véhicule normalement, vite, le véhicule électrique, ça va être une bête noire. Donc voilà, c'est super important qu'il y ait un accompagnement aussi humain d'explication, de formation avant de sauter le pas. Toutes ces bornes, elles sont connectées. Elles sont connectées souvent à un opérateur de charge. Elles sont connectées, Souleymane le parlera tout à l'heure, à des logiciels de supervision. Pourquoi faire? Pour savoir si vous avez confié votre véhicule électrique, est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que les gens ne sont pas tout le temps sur le thermique? Est-ce qu'ils se rechargent? Voilà, il y a un trajet quotidien, il faut le faire en électrique. Est-ce que la personne, elle joue le jeu? Donc voilà, l'outil de supervision, il permet de gérer des utilisations et des utilisateurs. Ça vous permet de gérer la maintenance. La borne est en panne, vous le savez, sinon personne ne vous le dira. Donc vous avez une remontée d'informations pour dire attention, la borne, il faut aller voir, il y a un problème technique, il faut envoyer un technicien. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir un contrat de maintenance aussi avec la borne finalement. Alors, il ne faut pas l'installer comme ça. Donc c'est plutôt un contrat de supervision avec un opérateur de charge ou avec un superviseur qui va vous remonter ces informations. Voilà, mais quand il y a un problème, après, il faut que quelqu'un puisse intervenir. Il faut qu'il y ait une entreprise qui vienne faire l'intervention. Une hotline, moi, la hotline, je la fais à 7 h du matin. Les gens qui n'arrivent pas à débrancher le câble de la voiture,
ils sont paniqués, hop, ils sont en retard, ils m'appellent, j'arrive pas à me débrancher, j'arrive pas à me déconnecter. Donc l'outline, c'est ça, c'est des petits problèmes du quotidien. Bah, effectivement, si on n'a pas déverrouillé sa voiture, si on n'a pas badgé, voilà, il y a un process qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est important qu'il y ait aussi des hotlines pour le quotidien. Les recommandations, pareil, c'est dans le guide, choix des véhicules, choix des bornes, maîtrise des coûts fonciers, exploitation, optimisation de l'exploitation, on l'a vu avec un opérateur ou un superviseur. Des réalisations, des réalisations où les bornes sont supervisées, les bornes sont avec des badges pour pouvoir reconnaître l'utilisateur. Elles peuvent être ouvertes au public, donc il y a des cartes quand vous ouvrez au public qui permettent au public de venir se charger sur les parkings des entreprises. Ça vous permet de facturer la recharge. Avec Didier, on parlait tout à l'heure de la gestion du pilotage chez Rexel. Ils avaient un comptage de 36 kVA, enfin voilà, une petite puissance. Ils mettent 4 bandes de 22 kg. Il faut mettre un gestionnaire pour piloter la charge pour pas que ça disjoncte. Donc voilà, il y a des choses techniques à mettre en place pour chaque usage. Oui, là, je vous touchez du doigt aussi, je voulais en parler, mais je ne savais pas si j'en parlais, mais finalement, vous en parlez. C'est qu'il y a un nouveau modèle économique aussi pour les entreprises, peut-être pour la Poste d'ailleurs. C'est-à-dire que je deviens un revendeur d'énergie. C'est-à-dire que j'ai installé des bornes sur mes parkings et je peux l'ouvrir à des particuliers qui vont venir charger chez moi. Et donc, je vais revendre de l'énergie. Est-ce que à la Poste, vous avez prévu de faire ça ou pas ? Voilà, on récupère le micro. En fait, dès le début du projet, de l'avant-projet, on a été questionné en fait sur cette possibilité de donner accès à nos installations, parce qu'on a un maillage national, je le disais, 2500 à 2800 sites. Ça dépend comment on les compte, donc on est à peu près partout. C'est pratique, il y a une poste partout. Voilà, pour aller se recharger, ça serait exactement, pratique. C'est pratique. Alors, la réponse, c'est que sur les établissements qui sont voués à accueillir du public, qui en accueillent déjà, la réflexion reste ouverte. On n'est pas encore revendeur ou fournisseur de points de charge. A contrario, sur les bâtiments et les parkings à usage purement professionnel, en fait, nous avons des enjeux de d'étanchéité, de sécurité et de sûreté en fait, de nos marchandises aussi. Et donc du coup, on n'a plutôt pas tendance à vouloir faire entrer des externes sur nos surfaces et sur nos parkings, bien que les infrastructures de charge soient disponibles. Alors la seule chose qu'on commence à faire, c'est quand on a des intérims ou des prestataires externes de livraison, on en a aussi quelques-uns en Île-de-France, ils nous demandent un usage ponctuel pour les aider. Et on est en train de réfléchir aussi à un modèle économique, effectivement, de badgeage, de revente, pour que en fait, ce soit une prestation clairement tarifée. L'objectif, ce n'est pas forcément de faire de la marge ou d'en faire un nouveau service, mais de dépanner de manière cadrée, en tout cas nos fournisseurs. On en est là. Ça reste à creuser. Il y a encore des choses à réfléchir. Laurent, alors pour... Ouais, pour en terminer, donc une des problématiques, c'est la recharge en copropriété. Vous avez un salarié, il habite un pavillon, vous allez lui installer une borne de recharge, elle va être connectée, leur remonter des informations vers le superviseur, vous savez le défrayer de sa consommation. En copropriété, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il faut passer par une assemblée générale, il faut créer un nouveau point de comptage. Il y a des problématiques tout de suite un petit peu plus lourdes. Donc nous, on est spécialistes de la copropriété, comme on est partenaire d'EDF et d'Enedis. Donc on sait déployer la solution qu'a présentée Didier de baigneur de chez Michaud, la colonne horizontale. Donc la colonne horizontale, c'est un système
C'est un câble qui va passer au plafond sous les goulottes Unex, là, donc on en reparle. C'est un câble qui passe au plafond du parking sur l'axe de circulation. De cette colonne horizontale donc de puissance, on va venir sur la place de parking, poser un compteur Linky et une borne. Donc là, vous avez deux exemples. Un coffret Michaud à droite, avec la borne qui est intégrée dans le coffret. Et à gauche, un coffret Michaud qui contient le compteur Linky. Et à côté, la borne Wallbox qui permet de recharger le véhicule électrique. Donc voilà, un peu les deux modèles. Vous êtes synchronisé là, vous en avez voilà, mis pour j'ai fait mes slides en me disant, Souleymane, il prend la main, hop, c'est Wallbox. Bon, c'est malin. Voilà. Il y avait une autre diapo. Voilà. Non, il y a vos coordonnées. Mes coordonnées. Comme je dois vous quitter, là, juste après, j'ai mis le QR code, vous pouvez flasher, il y a mes coordonnées. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Non, mais vous êtes encore avec nous jusqu'à 4h15. Voilà, jusqu'à 4h15. C'était un grand plaisir de vous avoir. Mais on vous laisse sauter de l'estrade quand voilà, ça sera le moment de devoir partir. Je crois que le bâton a été transmis, là, Souleymane, pour vous. Effectivement, là, donc on va finaliser ce tour de table, cette présentation. Bon, là, sur les solutions de recharge, mais aussi sur la gestion et le pilotage de l'énergie et de ces systèmes. Oui, merci Xavier. Exactement. Je pense, comme tu l'as dit, il y a vraiment eu une synchronisation. Et c'est pourquoi, d'abord, je voulais remercier tous les experts qui ont partagé les problématiques que nous vivons au jour le jour dans la mobilité électrique. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ce que nous vous allons présenter, c'est comment Wallbox va faire de telle sorte que nous pourrons apporter de la facilité à tous les humains, donc, comme disait Bernard, et répondre à leurs besoins. Donc, le mot-clé va être facilité. Donc, comment faire pour que ça soit facile pour Samuel et La Poste et tous les gestionnaires de flotte? Comment faire pour que les personnes qui travaillent avec Laurent, les installateurs, puissent installer les bornes, les maintenir et les superviser de manière la plus simple? Et enfin, comment faire pour gérer l'énergie tout en pouvant économiser et préparer le modèle dont tu parlais, Xavier, qui est pour le futur, où on peut revendre de l'énergie ou bien où on peut même faire de l'autoconsommation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de présenter. Donc, Wallbox, leader européen, dont le siège est basé à Barcelone, qui est très jeune, créé en 2015. Donc, nous sommes dans plus de 110 pays avec plus de 1200 personnes. Et comme je le disais, on a deux missions. Donc, la première est de faciliter l'adoption des véhicules électriques pour que chaque personne qui est dans la chaîne de valeur de la mobilité électrique, donc si on prend la borne de recharge et tous les services associés, donc l'installation, la maintenance, comment faire que ça soit simple et facile pour eux, et aussi comment changer la façon dont nous utilisons l'énergie. Donc, c'est pourquoi, si on prend la mobilité électrique, donc, il y a trois grands segments. Donc, il y a le segment résidentiel, où on peut se charger soit en maison individuelle ou en copro. Il y a le segment commercial, où on peut mettre des bornes au bureau. On peut mettre des bornes parce qu'on a une flotte de voitures électriques, comme la Poste, ou pour des commerces et des supermarchés comme Auchan, Leclerc, qui veulent en fait mettre des bornes de recharge pour attirer plus de clients et aussi répondre aux besoins de leurs clients. Et enfin, le dernier, qui est le segment public, qui est à destination, où on peut se charger dans les parkings publics et aussi dans les autoroutes et les stations essence. Donc, là, sur ce slide, on a notre expertise qui est présentée de telle sorte en fait, que nous, ce qu'on veut, c'est créer un écosystème. Donc, comme vous le voyez, au cœur, il y a toujours les humains, où on a nos partenaires installateurs, nos partenaires revendeurs, nos partenaires distributeurs, qui vont apporter tous les services associés à la borne de recharge. Et nous avons, pour chaque segment et pour chaque cas d'usage, la borne
spécifique qui va répondre à tous les besoins. Donc, pour la personne qui voudra se charger chez elle, pour la personne qui voudra se charger au bureau, pour la personne qui va avoir sa voiture, que ce soit une voiture pro ou bien une voiture personnelle, comment elle pourra se charger en public. Et il y a la partie qui est plus technique et connectée, où nous avons des logiciels de supervision qui vont permettre de superviser les bornes, de gérer les bornes. Donc, si on prend l'exemple d'une entreprise qui a une flotte de voitures électriques, comment faire pour optimiser leur TCO, comment faire pour qu'ils puissent économiser plus l'énergie. Et enfin, donc, le modèle dont on parle qui est pour le futur, où on peut avoir une solution qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on peut charger avec une borne une voiture électrique, mais on peut aussi prendre de l'énergie de la voiture électrique pour le donner à la maison ou bien directement au réseau. Donc là, pour passer rapidement, donc on a notre portefeuille donc, de bornes de recharge, donc avec la famille Pulsar, où en fait on voulait quelque chose de facile et compact, de telle sorte que les bornes Pulsar peuvent tenir sur une main. La Copper, qui est la borne la plus vendue en France, peut tenir dans un petit sac au dos. Et après, on a nos nouveautés avec Orion, qui est pour nous le meilleur produit pour se recharger dans un bâtiment à usage professionnel, où on a de notre expérience qu'on a eue dans le résidentiel, où on est le leader avec plus de 600 000 points de charge, et des retours des grands experts comme les partenaires de gestionnaires de flotte que nous avons ou installateurs comme 2B. On a tout regroupé pour faire le meilleur produit dont nous pensons pour le marché tertiaire. Et après, on a pour le recharge en public une solution en courant continu, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Laurent, à partir de 30 kg, parce que ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait apporter une offre qui répond aux besoins des entreprises en France, sachant que le tarif bleu, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des entreprises, qui est à 36 kVA. Donc on a voulu commencer à 30 pour qu'on puisse accompagner tous les acteurs suivant leurs besoins et dans le futur. Donc ce qui fait que ce produit, c'est Orion, donc c'est notre nouveau produit que nous allons lancer au premier trimestre 2024. Et ce produit, comme je l'ai dit, va répondre à tous les besoins de chaque acteur de la mobilité électrique. Donc, elle est conçue déjà pour durer et performer avec une robustesse. On a fait de telle sorte que ça reste, comme j'ai dit au début, facile. Donc, il y a une référence. Qu'on veuille une borne en monophasée ou triphasée, c'est la même borne qui va s'adapter. Et pour la gestion de l'alimentation, on a une technologie qui est vraiment à la pointe, que je vais partager sur les prochains slides. On veut faire de telle sorte que l'installation soit le plus rapide et facile possible. Donc, par exemple, sur la borne, on peut la câbler en haut, en bas et de derrière, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de retours, parce que comme Didier l'a présenté, donc souvent sur les copropriétés, on peut voir les présentations en horizontal. Nous, on a voulu faire de telle sorte que, qu'importe la configuration, on ait la solution pour. Et avec cette borne, on pourra le faire. On a une connectivité qui est flexible, de telle sorte qu'on a de l'Ethernet, de la Wi-Fi et du 4G. Ainsi, pour chaque configuration, on a la solution pour pouvoir répondre. La 4G, c'est-à-dire que dans chaque borne, il y a une puce 4G qui est incluse dans la borne. Très bonne question, parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire même, c'est aller même plus loin que ça. Parce qu'en fait, si on regarde, donc il y a les bornes qui ne sont pas connectées. Les bornes qui sont connectées, qui sont rares, ont la carte SIM qui est intégrée. Nous, on a fait de telle sorte qu'il y ait 2 cartes SIM dans la borne. De telle sorte que si l'installateur revendeur il décide de mettre donc un CPO, donc il va mettre sa carte SIM, nous, on va avoir notre carte SIM qui va rester dans la borne pour pouvoir apporter de la réactivité pour les services après-vente. Ah oui, donc il y a une carte SIM pour vous et une carte SIM pour l'installateur. Et CPO, c'est un terme... oui, en fait, le CPO, c'est un acronyme, mais que je ne maîtrise pas. Oui, donc c'est pour les entreprises qui offrent des services de mobilité. Donc, et en bon anglais, c'est Charge Point Operator. OK. Donc pour faire rapide, donc là, je voulais présenter une étude de cas et utiliser les couleurs. Donc si vous regardez, il y a 2 couleurs
sur lequel j'aimerais en fait que vous puissiez vous focaliser. Donc il y a le bleu et le vert. Donc le bleu, c'est l'énergie qui vient du réseau, et le vert, c'est la consommation du bâtiment. Donc là, à l'instant T, disons qu'il y a 10 barres d'énergie à utiliser. Le bâtiment utilise les 4, la première voiture utilise les 3, une voiture utilise une et l'autre utilise 2. Donc, suivant les besoins du bâtiment, on va voir que le bâtiment maintenant a eu besoin de 6 barres. Donc, avec notre solution intelligence de gestion, il y a un équilibrage qui se fait de manière automatique, de telle sorte que dès lors que le bâtiment a pris 6, la voiture qui avait 3 a maintenant charge à 2 et ainsi de suite. Et ça, on peut même le faire à un niveau. En fait, ça, c'est vraiment une innovation il n'y a que Wallbox qui le fait. C'est que si on prend un bâtiment où il y a plusieurs points de charge, donc là, par exemple, il y en a 3, nous avons une solution qui s'appelle Sirius. Donc, avec Sirius, on peut faire de telle sorte que ce que j'ai présenté dans l'autre slide, c'est-à-dire qu'on peut faire la gestion intelligente des bornes, mais on peut le faire aussi suivant différentes sources d'énergie. Donc, différents points de livraison. Et si jamais au-dessus, on avait de l'énergie solaire ou éolienne, notre solution peut prendre en compte toutes ces énergies et pour pouvoir en fait le calibrer. Mais si j'ai bien compris, ça veut dire que quelque part, vous savez combien consomme le bâtiment. Alors, vous connectez un endroit sur le bâtiment pour remonter les données des consommations d'énergie du bâtiment ou des besoins du bâtiment. Exactement. Et c'est pourquoi, en fait, ce slide va être très important, parce que c'est une étude de cas réelle, c'est-à-dire qu'à notre siège à Barcelone, nous avons une toiture avec des ombrières photovoltaïques. Nous avons des bornes de recharge bidirectionnelles, donc que nous appelons Quasar, un stock de batteries, et nous avons une flotte de Nissan Leaf. Et donc là, comme vous voyez, donc, vu qu'il y a un changement de couleur, pendant la journée, donc, on va utiliser l'énergie qui vient du réseau. Quand il y aura le soleil, donc, on va pouvoir prendre l'énergie qui vient des photovoltaïques, et suivant qu'on se charge en journée ou en nuit, et suivant le nombre de voitures qui vont être utilisées, on peut prendre de l'énergie de la voiture ou remettre de l'énergie dans la voiture. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, à notre siège, nous pouvons faire de l'autoconsommation à plus de 80%. Mais je croyais que le véhicule, ce que vous dites là, c'est le véhicule to grid, c'est-à-dire je prends l'énergie de la voiture, je la mets dans le bâtiment, c'est ça? C'est ça. Mais ça marche, ça fonctionne déjà? Ça fonctionne, et sachant que pour aller même plus loin... C'est sur tout type de véhicule, c'est tous les véhicules ou il n'y a que quelques véhicules qui le permettent Après, c'est une très bonne question, parce que pour qu'on puisse faire cela, parce que tout ce qui est V2G, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça répond à une norme qui est donc, la ISO 15118. Donc, ce qui fait que pour que ça puisse marcher, il faut que... Mettez bien le micro devant le... Ah, désolé. Parce qu'en fait, j'étais trop passionné, donc j'ai avancé. Donc, ce qui fait que si on prend cette solution technologique, il faut que les constructeurs soient prêts, et il faut que les utilities, donc les énergéticiens, soient prêts. Et il faut que ceux qui font les bornes aussi soient prêts. Donc, c'est pourquoi c'est un écosystème, et nous l'avons testé il y a 3 ans avec déjà les Nissan Leaf et avec une borne qui s'appelle Quasar 1 où on avait du CHAdeMO. Et maintenant, on a une nouvelle solution avec du CCS2, vu que c'est le CCS2 qui est utilisé en Europe, pour pouvoir le faire. Et on a déjà des partenaires en France avec lesquels en fait, on est en train de travailler sur ce sujet. Et ce que je vais faire, c'est je vais vous laisser... Allez-y. Voilà, Benjamin, on a un petit film. Benjamin? Oui. Je peux lancer? Voilà, il peut lancer, mais je ne sais pas ce que vous faites là derrière. Parfait. Donc, il veut nous préparer le cocktail, je crois. Donc, je vais faire une petite histoire. Donc là, c'est 5h du mat'. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont encore au bureau. On a les bornes de recharge qui chargent les voitures. Donc là, vers 7h, les premières personnes commencent à venir. Donc, ils commencent à lancer, mettre la lumière, allumer leurs ordinateurs, et on commence à prendre donc, du réseau de l'énergie. Donc là, comme vous voyez, on est au pic. Et donc, ce qui fait qu'on va après utiliser donc, notre stock de batterie pour pouvoir donc, enregistrer le surplus d'énergie et
par rapport, en fait, vu que les voitures ont été déjà chargées pendant la nuit, on va pouvoir remettre dans le réseau. Donc là, il est midi, donc le soleil est à son top, en plus à Barcelone où il y a toujours du soleil. Et donc là, on va pouvoir utiliser donc l'énergie qui vient du solaire. Donc comme vous le voyez, le côté jaune, c'est le plus important. Et on va pouvoir en fait le rajouter, le surplus, donc soit dans la batterie, soit le donner directement aux voitures. Donc là, les batteries, au fur et à mesure, donc vers 17h, les gens commencent à partir, on utilise moins d'énergie et ils vont pouvoir en fait faire de la décharge sur directement en fait des voitures vers le réseau. Et après, donc à la fin de la journée, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'à la fin de la journée, les frais d'énergie vont être encore plus faibles, on va pouvoir charger notre flotte de voitures de manière simple. Oui, donc là, vous répondez à tous les besoins. Alors, sur ça, c'est un exemple concret, hein, c'est votre site. Non, c'est un exemple concret. C'est votre site, mais en autoconsommation, alors, est-ce que vous avez le chiffre là, de combien vous produisez par rapport à ce que vous consommez au global? Est-ce que ça vous posait une colle, hein, c'était pas prévu, hein, mais... Oui, bien sûr. Donc, disons que si on prend donc l'énergie que nous utilisons à notre siège, à plus de 80%, on arrive à faire de l'autoconsommation, ce qui correspond à l'année à des économies de plus de 120 000 euros. Voilà, mais on est à Barcelone aussi, voilà, il y a du soleil tout le temps. Exactement. Et donc là, nous avons le produit que nous allons lancer, qui va vraiment révolutionner la mobilité électrique pour faire tout ce qui est bidirectionnel, qui est la Quasar 2. Donc, qui va être disponible à 12 kg pour les triphasés et à 7 kg pour le monophasé. Donc, Wallbox, nous sommes une équipe de plus de 30 personnes juste en France et nous sommes là pour vous accompagner parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on aura besoin pour le marché, c'est beaucoup de pédagogie parce qu'en fait, des fois même, on se rend compte qu'il y a des grands acteurs qui achètent des voitures mais qui ne sauront pas comment utiliser, quelles bornes il faudrait mettre en place. Donc, c'est pourquoi ce type de conférence où il y a beaucoup d'experts, je pense, est très important. Merci. Voilà, merci à vous pour cette présentation. Vous vouliez être applaudi, mais ils sont de Wallbox. Vous avez des fans dans la salle. Alors, on a plein de questions qui sont tombées. Bon, là, j'en pose une première toute simple avant de regarder les autres. Oui, en termes de coûts, parce qu'il y a des coûts sur j'imagine sur les bornes, il y a des coûts de gestion, il y a des cartes SIM, donc il y a des frais d'abonnement. Oui. Voilà, comment ça se gère? C'était la question de Ludovic qui disait 2 cartes SIM veut dire 2 abonnements. Oui, très bonne question parce que nous, vu qu'on veut être leader et qu'on veut faciliter l'adaptation, on veut faire de telle sorte que ça soit toujours simple et facile, même sur le plan financier. Donc c'est pourquoi si on prend les 2 cartes SIM, la première carte SIM que nous allons mettre, elle est gratuite et l'autre carte SIM, c'est ce qu'on disait, c'est le CPO qui va le donner. Donc ce qui fait que s'il y a des frais à payer, ce sera juste une. Parce que nous, celle qu'on va donner, elle va être gratuite parce que vu notre organisation commerciale, nous faisons partie des seuls spécialistes qui sont chez tous les distributeurs. Et vu que les distributeurs vont revendre à des installateurs, il faut que ça soit simple. Donc c'est pourquoi sur le plan financier, avec les solutions Wallbox, c'est toujours très facile d'accès. Et vous, les données que vous avez qui remontent, elles vous servent à quoi ? Les données que nous avons, nous allons les utiliser pour améliorer déjà en fait comment on peut apporter plus de solutions innovantes. Nous allons aussi l'utiliser pour améliorer le TCO. Donc, si on a des partenaires ou des clients qui ont des gestionnaires de flotte, qui ont des flottes, et ce qu'on voit de plus en plus, surtout notamment en France, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont CPO investisseurs, c'est-à-dire qu'ils investissent. Ils mettent des bornes, comme ça les gens ils peuvent venir et se charger et ils récupèrent les revenus. Et nous, on va utiliser ça pour faire de telle sorte que le taux de panne soit le plus bas possible. Voilà, oui, il faut que ça tourne constamment effectivement pour que ce soit rentable. Une question d'Antoine, pour qui elle pourrait être cette question, qui parle on a parlé d'incendie. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un extincteur et un arrêt d'urgence ? Alors peut-être cette question, elle est pour juste avant qu'il nous quitte, pour Laurent. Alors quand on installe
dans les parkings en sous-sol. Il parlait, pardon, dans les parkings en sous-sol. Alors, quand on est dans le résidentiel, il n'y a pas d'obligation. Quand on est sur des établissements professionnels, il y a un cahier des charges sécurité incendie à mettre en place. Donc, des parois coupe-feu, des extincteurs, tout un ensemble de dispositifs pour protéger, pour pas qu'il y ait de propagation d'incendie. Pas dans le résidentiel, pas dans l'habitation. Ok. Et dans le tertiaire Et dans le tertiaire, suivant réglementation, il faut voir si le bâtiment il est soumis à... Voilà, mais rien de particulier finalement. On peut dire rien d'exceptionnel par rapport à un véhicule thermique. Non, par rapport à un véhicule thermique, non. Voilà, mais c'était la question, donc on va te laisser y aller. On va vous laisser y aller comme ça, parce que là, je crois qu'il y a la moto-taxi, d'ailleurs, pour être synchro. Merci, c'était un grand plaisir, Laurent, de vous avoir avec nous. On peut applaudir Laurent, d'ailleurs, voilà, comme ça. Merci. Et les autres, je vous garde quelques minutes. Donc, on voit, Bernard, on voit qu'il y a une émergence à la fois de nouveaux métiers, que les modèles économiques ne sont pas encore complètement figés, tout est en train de se construire, parce qu'il y a des nouveaux acteurs. Vous voyez, c'était 2015, c'est ça, vous disiez, donc c'est tout récent. Et donc il y a encore beaucoup à faire sur comment ça va aller dans l'avenir. Alors, Laurent l'a précisé tout à l'heure, suite à une première question, il faut des produits et des hommes. Et notamment au sein de l'AVER, grâce aux membres qui sont là, parce qu'ils font tous partie de l'AVER, on a un groupe de travail qui travaille sur les besoins. En 2035, combien il nous faut d'installateurs, combien il nous faut de mainteneurs. Parce que ces bornes-là, si c'est une borne, je dirais, simple, les bornes Wallbox qui sont super simples, en courant alternatif, elles ne marchent pas, on l'enlève, on en met une autre. Si c'est une borne 30 kVA, ça peut poser d'autres difficultés. Et si c'est une borne 300 kVA, ça demande d'autres compétences, un temps différent. Et en général, les bornes qu'on appelle courant DC, avec du courant continu, sont des bornes qui sont utilisées pour les gens qui sont en transit. C'est-à-dire, je vais à un point A, à un point B, et je dois m'arrêter quelque part pour charger. Et donc ces bornes-là, normalement, c'est zéro défaut, parce que si j'arrive avec ma voiture, il me reste 200 km à faire, j'arrive devant la borne, elle ne marche pas, c'est catastrophique. Donc il y a tout un écosystème qui doit se mettre en place au niveau de la maintenance, la surveillance et de la maintenance de ces bornes-là. Donc il va falloir créer aussi des installateurs électriques qualifiés IRVE, il va falloir trouver aussi des mainteneurs qui aient le niveau suffisant pour travailler sur ces bornes d'essai où très souvent on a du refroidissement et l'électrique. Donc c'est déjà un peu différent que les bornes AC. Et tout cet écosystème, il est à mettre en place, il est à créer. Et donc on a un groupe de travail, je pense qu'on devrait sortir des choses d'ici une fois à peu près 6 mois pour sortir un papier de position et aider nos organismes de tutelle et nos chers gouvernants en disant voilà où il faudrait mettre l'accent pour que la nouvelle génération, on forme des métiers qui soient capables de faire face aux X milliers de bornes qu'on aura en 2030 ou en 2035. Oui. Laurent, puisqu'il n'y en a plus qu'un seul, on ne peut pas se tromper maintenant. Laurent, en termes de capacité de production, là, on voit parce que vous avez des process industriels, vous arrivez à suivre aussi, parce qu'on voit que le photovoltaïque, ça se développe, les bornes, ça se développe. Est-ce que vous arrivez à suivre en termes de produits ? Alors, c'est vrai que le marché vient de passer une période un petit peu difficile. La logistique a été mise à mal. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Je ne veux pas parler pour tous les corps de métier parce que je sais qu'il peut rester des professions et des produits encore en tension. Chez Unex, on a l'habitude de travailler avec des stocks très conséquents. C'est un peu notre trésorerie, mais c'est aussi notre trésor. C'est notre trésor parce que c'est ce qui nous a permis de passer les 3 dernières années sans aucune rupture, sans allongement des délais, indépendamment des délais de transport. Et c'est ce qui permet à toutes les entreprises qui ont anticipé, et j'écoutais Wallbox s'exprimer à l'instant, j'ai envie de croire que vous avez eu la même démarche, c'est celle qui consiste à anticiper que tous ces marchés dont on est en train de parler, et la borne de recharge en particulier, et toutes les infrastructures qui vont aller autour, tous les acteurs aujourd'hui sont conscients non pas de l'essor, mais de l'explosion de ce marché, parce qu'on a tous en tête un point de passage un peu obligé, a priori, pour l'instant, c'est 2030,
parce qu'en 2030, tous les constructeurs automobiles commercialiseront exclusivement des véhicules électriques. Ça peut encore bouger, mais pour l'instant, la deadline, elle est là. Et donc, si on ne peut acheter que des véhicules électriques, il faudra obligatoirement pouvoir les recharger et il faudra que les structures soient à la hauteur. Mais le marché a une capacité d'adaptation et de réactivité qui est énorme. Et le marché est déjà en train de s'adapter et j'ai même envie de croire qu'il est déjà prêt. Oui, Souleymane, la même question finalement pour répondre à des besoins comme la Poste. Bon, il peut y avoir des gros besoins qui arrivent d'un seul coup. Hein. Vous êtes en capacité aujourd'hui, parce que c'est des process industriels que vous avez. Il faut avoir les matériaux, il faut les extraire, il faut faire venir, après il faut construire. Bon, il faut avoir les usines. Ça se fait. De construire une usine, on ne met pas 5 minutes pour construire une usine. Donc il faut un peu de temps. Bien sûr. Donc aujourd'hui, vous pensez que vous arriverez à suivre la demande, alors peut-être en France, et j'imagine que c'est tous les pays européens d'ailleurs qui sont dans la même dynamique. Oui, bien sûr, parce que comme je l'ai précisé sur un des premiers slides, donc nous sommes dans 110 pays et je pense que la plupart des entreprises, notamment du marché, on a beaucoup appris du Covid. Donc, ce qui fait qu'on a pu anticiper et pour préciser par rapport à Wallbox, nous avons 2 sites de production. Donc, nous avons un site à Barcelone pour l'Europe et un autre site au Texas pour les États, pour la partie nord-américaine, donc pour les États-Unis et le Canada. On a à Barcelone un site de production qui fait plus de 16 000 mètres carrés avec une capacité de 1 million, donc si on prend les deux, de points de charge à l'année. Par année, voilà. Par année. Si on prend les 2 sites de production. Ouais, oui. Donc après, comme on l'a dit, on est dans un marché qui est disruptif, où en fait, il y a une ascension en besoin, et nous, on veut être prêts, pas seulement sur la partie borne, mais aussi sur toutes les solutions dont on aura besoin. Oui, sur les services que vous avez décrits, la manière dont vous gérez toute l'énergie autour. Et même question pour Didier, effectivement, sur Laurent est parti, mais est-ce que vous avez le réseau 100% ELEC, est-ce qu'on va arriver à suivre cette demande-là qui est très forte? Parce que les électriciens, Didier, vous connaissez bien le sujet, les électriciens, ils ont le photovoltaïque. On parlait tout à l'heure aussi, ce matin, avec la filière électricien du data et du pilotage. Il faut installer de la GTB partout dans les bâtiments, des obligations d'ici 2027. Bon, donc, en tout cas, ils sont très pris sur plein de marchés. Est-ce que donc sur la partie électrique, vous arrivez à développer ce réseau ? Oui, alors il faut dire qu'effectivement les besoins sont importants, mais il y a aussi énormément d'acteurs qui émergent pour faire de l'installation. Il y a des entreprises qui venaient par exemple de la fibre optique. Les chantiers de fibre optique, on est plutôt sur la fin du déploiement. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui possèdent la fibre optique, qui se reconvertissent vers les métiers de l'électricité, en particulier vis-à-vis de la mobilité électrique. Il y a des gens qui viennent de la pose des compteurs Linky, par exemple. Donc ça aussi, ça a été un projet industriel pour Enedis important de remplacer 35 millions de compteurs, qui a mobilisé énormément d'énergie et de sous-traitants. Donc ces sous-traitants-là aussi, pour un certain nombre d'entre eux, se reconvertissent vers la pose d'infrastructures de recharge et de bornes de recharge électrique. Il y a des gens qui viennent de la vidéosurveillance. Enfin, il y a pas mal de nouveaux acteurs qui émergent, parce que bien entendu, c'est un marché qui intéresse, enfin qui est visible. Il ne se passe pas un jour sans que dans les médias ou ailleurs on parle de la recharge des véhicules électriques. Donc les besoins sont importants, mais les filières se mettent en place. Il y a des besoins de formation, on y contribue. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tension, mais les bonnes volontés sont là en tout cas. Voilà, ça pourrait être le mot de la fin. Il fait très chaud dans la salle. Voilà, et on a prévu aussi un petit cocktail pour vous. Cher public, on peut applaudir les conférenciers comme ça pour leur intervention.